Je l'ai trouvé le 27 mai 2024. Ce n'était pas vraiment une découverte héroïque ou même intentionnelle. Je vérifiais juste le périmètre ouest de ma propriété après une grosse tempête de sable la nuit d'avant. Je vis seul, à environ une centaine de kilomètres de la ville la plus proche, et ces vérifications après le mauvais temps sont une routine, un moyen de m'assurer que le vent n'a pas endommagé la clôture et n'a pas recouvert les panneaux solaires de sable. Ce jour-là, l'air était encore trouble à cause de la poussière, et le soleil était un disque orange pâle dans le ciel. L'objet gisait à environ un demi-mile de ma clôture, sur un terrain fédéral, dans un petit ravin nouvellement formé, creusé par la pluie nocturne. Au début, j'ai pensé que c'était un morceau de matériel agricole, ou peut-être un réservoir d'eau arraché par le vent sur une camionnette. Mais en m'approchant, j'ai vu que ce n'était pas ça. C'était presque un cube parfait, d'environ 2 pieds sur 2, fait d'un matériau composite noir mat qui ne reflétait pas la lumière. Un des côtés était super déformé. Le métal ou le truc dont il était fait avait fondu et s'était solidifié en coulures bizarres, et des morceaux de fil et des contacts fondus sortaient donc d'un trou déchiré. Sur le côté intact, on pouvait lire une inscription en blanc. Bloc de collecte de données. Propriété de la NASA. En dessous, il y avait une série de codes et d'identifiants, mais je n'ai pas pris la peine de les noter. L'inscription principale m'a suffi pour comprendre ce que j'avais trouvé. C'était un morceau du satellite Stellaron 7. On en avait parlé dans les infos toute la semaine dernière. La version officielle disait qu'un satellite commercial de communication, lancé dans le cadre d'un programme pour assurer l'Internet mondial, était soudainement sorti de son orbite pour une raison inconnue. La communication avec lui avait été coupée et toutes les tentatives pour reprendre le contrôle avaient échoué. D'après les calculs, il aurait dû brûler dans l'atmosphère, mais apparemment, il n'avait pas complètement brûlé. Ou du moins, cette partie avait survécu à la chute. Je n'ai pas appelé les autorités. Mon expérience de la vie, acquise au cours de 63 ans, dont 25 passés dans les forces de communication, m'a appris une chose simple. Si le gouvernement perd quelque chose, il trouvera un moyen de te rendre la vie difficile si tu le retrouves. Et j'aimais ma vie solitaire et tranquille, ici dans le désert de l'Utah, plus que tout au monde. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait pas âme qui vive à des kilomètres sur la ronde. Juste du sable, des pierres et quelques des buissons de sauge. Je suis retourné à mon 4x4, j'ai pris une bâche et un treuil. L'objet était lourd, au moins 100 kilos. Il m'a fallu presque 1 heure pour le charger. Je l'ai ramené dans mon atelier, une grande grange que j'avais équipée de tout le nécessaire pour bricoler avec l'électronique, mon vieux hobby. Je l'ai laissé là, recouvert de la bâche, et je suis parti finir de surveiller les alentours. Il fallait que ça ait l'air normal, même pour moi. Je n'ai pas touché à ma trouvaille de toute la journée suivante. J'ai vaqué à mes occupations habituelles. J'ai vérifié le système de filtration de l'eau, nettoyé les panneaux solaires, lu un livre. Mais mes pensées revenaient sans cesse vers le cube noir qui gisait dans mon atelier. Je n'étais ni un chasseur de trésors, ni un collectionneur de souvenirs. C'était mon intérêt professionnel qui me motivait. Un boîtier de collecte de données. En gros, une boîte noire. Je me demandais ce qui avait bien pu faire tomber du ciel un satellite moderne et super cher. Le soir, je n'ai pas tenu le coup. J'ai allumé la lumière dans l'atelier, j'ai enlevé la bâche et j'ai commencé à inspecter l'objet. Le boîtier était fait d'un composite de carbone renforcé par un treillis en titane. J'avais déjà vu ce genre de matériau dans l'armée, mais celui-ci semblait beaucoup plus solide. Les dégâts étaient importants. Le choc avait visiblement touché le coin où se trouvaient les ports d'interface externe et le connecteur d'alimentation. Tout était devenu un amas de plastique et de métal fondu. Pour accéder à l'intérieur, il fallait ouvrir le boîtier. Sur les parties intactes,
J'ai trouvé des vis techniques nécessitant une clé très spécifique. Je n'en avais pas. J'ai passé 2 jours à essayer de fabriquer un outil adapté à partir d'acier trempé. Plusieurs tentatives ont échoué. Le métal des vis était incroyablement dur. Le 3e jour, j'ai réussi à fabriquer une sorte de tournevis provisoire qui a permis de dévisser l'une des vis. Le travail était lent et fastidieux. Chaque vis cédait avec beaucoup de difficulté, dans un grincement qui semblait couper non seulement le métal, mais aussi mes nerfs. Enfin, le 29 mai, vers la nuit, j'ai retiré le panneau latéral. À l'intérieur, tout était recouvert d'un composé transparent solide, semblable à de la résine époxy, destiné à protéger l'appareil contre les vibrations et les surcharges. Ce composé recouvrait les cartes, les puces et les câbles. Au centre de la structure se trouvait le module de mémoire principal, un disque dur SSD dans un boîtier hermétique en titane. Heureusement, il semblait intact, mais tous les connecteurs standards qui y menaient avaient été soit détruits lors du choc, soit complètement recouverts de composés. J'ai passé les jours suivants à gratter le composé millimètre par millimètre avec un solvant spécial et à le découper avec une micro-perceuse. C'était un travail de précision. Un seul faux mouvement et j'aurais pu endommager la carte ou le disque dur lui-même. J'ai bossé avec un masque respiratoire et des lunettes de protection, penché pendant des heures sur mon établi. Je n'ai presque pas dormi et je me suis nourri de conserves, complètement absorbé par le processus. Je savais que les données étaient improbablement cryptées. La NASA a l'un des meilleurs systèmes de cryptage au monde. Je n'espérais pas le pirater, mais je voulais au moins essayer d'alimenter le disque dur et voir si je pouvais accéder au système de fichiers de bas niveau. Parfois, dans les répertoires de services ou temporaires, on peut trouver des fragments de données non cryptés, journaux, rapports d'erreurs, informations de diagnostic. Le 3 juin, j'ai réussi à atteindre la surface de contact sur le module de mémoire lui-même. C'étaient de minuscules points dorés auxquels étaient autrefois reliés des câbles. À l'aide d'un microscope et d'un fer à souder, j'ai commencé à souder des fils très fins à ces contacts. J'ai vérifié les spécifications de disques industriels similaires trouvés sur Internet. Ce n'était pas un schéma exact, mais les principes généraux de l'architecture étaient mon métier similaire. Je devais alimenter le module et connecter l'interface de données. J'ai bossé sans m'arrêter pendant presque 24 heures. Mes mains tremblaient de fatigue et de tension. Finalement, j'ai terminé. Des dizaines de fils fins comme des cheveux partaient mener du module de mémoire vers l'adaptateur d'interface que j'avais assemblé à partir de plusieurs vieilles cartes. J'ai tout vérifié 3 fois. J'ai testé chaque contact. Puis, après avoir pris une grande inspiration, j'ai branché l'adaptateur à mon bloc d'alimentation de laboratoire et réglé la tension au minimum 3,3 volts. Rien n'a explosé ni fumé. C'était bon signe. J'ai ensuite connecté l'adaptateur à l'ordinateur via un programmateur universel. Le système d'exploitation a détecté le nouveau périphérique. Je n'en croyais pas ma chance. Bien sûr, je n'avais pas accès à la partition principale qui nécessitait une clé cryptographique. Mais, comme je l'espérais, j'ai vu une petite partition de service de quelques gigaoctets seulement. Elle n'était pas cryptée. Je l'ai ouverte. Elle contenait plusieurs dossiers, journaux système, erreurs de télémétrie, diagnostic de connexion et un autre qui a attiré mon attention. Cache temporaire des enregistrements vocaux. À l'intérieur, il y avait plusieurs fichiers avec une extension que je n'ai pas tout de suite reconnue. C'était un format audio spécifique avec une compression élevée, utilisé pour transmettre la voix sur des canaux étroits. Mon logiciel standard ne pouvait pas l'ouvrir. J'ai dû passer encore quelques heures à chercher et à adapter le codec open source nécessaire. J'ai finalement réussi à convertir les fichiers au format WAV standard. Il y en avait 3. Le premier fichier durait environ 15 minutes. J'ai lancé la lecture.
Une voix masculine claire et calme, avec un léger accent texan, s'est fait entendre. Commandant Davis, enregistrement pour le journal de bord. Heure 0615 GMT, le 26 mai. Je commence le diagnostic de routine du système d'orientation numéro 3. Tous les paramètres sont normaux. Les gyroscopes sont stables. Je passe à la vérification des capteurs solaires. Suivait une énumération monotone de données techniques, de chiffres et de relevés. Le boulot habituel d'un astronaute en orbite. J'ai vérifié les infos officielles de la mission Stellar-Concept. Le commandant de bord était bien John Davis, un astronaute expérimenté qui en était déjà à son 3e vol. Tout collait. J'ai écouté le fichier jusqu'à la fin. Rien de bizarre, juste du boulot. Le 2e fichier était plus court, environ 2 minutes. Je l'ai lancé. C'était la même voix, le commandant Davis, mais elle semblait différente. Sa respiration était plus rapide, saccadée. On entendait un léger bourdonnement et des cliquetis en arrière-plan. La surface ne correspond pas aux données, a-t-il dit. Je répète, l'observation visuelle ne correspond pas aux cartes chargées. Il y a déjà des structures, ici. Il y eut une courte pause pendant laquelle on n'entendait que sa respiration. Puis, il ajouta, plus doucement, comme s'il se parlait à lui-même, « Elles ont une forme géométrique régulière, des lignes droites, des angles. » L'enregistrement s'est coupé. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Que signifiait « structure » ? Le satellite était en orbite autour de la Lune, effectuant une mission cartographique avant d'être envoyé sur une orbite plus élevée. Il s'agissait de la surface lunaire. J'ai vérifié la date et l'heure du fichier. Le 26 mai, à 22h47, heure de Greenwich. J'ai ouvert le 3e fichier. Il était super court, seulement 10 secondes. Les premières secondes, c'était le silence, puis de fortes interférences, comme des craquements statiques. Et puis, à travers ces craquements, une autre voix s'est fait entendre. Ce n'était pas Davis. C'était une voix plus jeune, plus aiguë. Elle n'a dit qu'une seule phrase, mais elle l'a dite avec une clarté absolue, glaciale. Nous ne sommes pas les premiers, ici. Après ça, l'enregistrement s'est arrêté. J'ai écouté plusieurs fois ce fragment de 10 secondes. La voix appartenait au 2e membre de l'équipage, la spécialiste de la mission Anna Rios. J'ai trouvé sa photo et des enregistrements de sa voix lors de conférences de presse. Aucun doute, c'était elle. J'ai regardé à nouveau la date, le 26 mai, 22h51, heure de Greenwich, 4 minutes après l'enregistrement de Davis. Je suis allé sur le site de la NASA et j'ai ouvert la chronologie officielle du vol Stellar-7. C'était clair, le 26 mai, de 22h30 à 23h30 GMT, l'équipage était dans une zone de silence radio prévue. Le répéteur principal était en train d'être calibré, ce qui rendait impossible toute transmission depuis le vaisseau. Officiellement, au moment où Davis et Rios ont fait leurs enregistrements, ils ne pouvaient en parler à personne d'autre qu'à eux-mêmes, et certainement pas avec le centre de contrôle de vol. Ces fichiers audio ne faisaient pas partie de la session de communication. Il s'agissait d'enregistrements destinés au journal de bord interne, qui, pour une raison quelconque, se sont retrouvés dans un cache non crypté. J'étais assis dans le silence de mon atelier au milieu du désert. Dehors, la tempête faisait rage, et je regardais l'écran de mon ordinateur où le rapport officiel de la NASA affirmait une chose, tandis que les voix des astronautes morts, enregistrées dans une petite boîte noire, en disaient une autre. Le décalage temporel n'était que de quelques minutes, mais il changeait tout. J'ai passé les 48 heures suivantes dans un état d'analyse froide et concentrée. J'ai mis mes émotions de côté, une habitude prise au fil des années de service, où ta capacité à évaluer calmement une situation dans des conditions de brouillage et de désinformation ne dépendait pas seulement de ta propre vie.
J'ai copié toutes les données de la section service sur un disque dur séparé, isolé du réseau. Puis j'ai écouté les 3 fichiers audio au moins 100 fois chacun. J'ai utilisé un logiciel d'analyse spectrale pour décortiquer chaque son, chaque clic, chaque souffle. La voix de Davis dans le 2e fichier montrait des signes évidents de stress. La fréquence du ton principal était plus élevée que dans le premier enregistrement, plus calme, et on pouvait entendre une respiration rapide et superficielle dans les pauses entre les mots. Ce n'était pas du cinéma. C'était la réaction d'une personne qui voit quelque chose de complètement inattendu. La voix d'Anna Rios dans le 3e fichier était encore plus révélatrice. Elle était calme, mais sans peur. Elle était factuelle, comme si elle exprimait la conclusion à laquelle ils venaient tous les deux d'arriver. J'ai aussi analysé le craquement en arrière-plan de sa voix. Ce n'étaient pas des interférences statiques habituelles. Le motif des interférences était cyclique, avec un schéma répétitif qui ne ressemblait pas à un bruit spatial naturel ou à une panne de matériel. Ça ressemblait plus à un effet secondaire d'un champ puissant non blindé qui affectait l'équipement d'enregistrement. Je suis retourné à mon ordinateur et j'ai commencé une recherche systématique. Sujet, Stellar Concept. J'ai lu tout ce qui était accessible au public, les communiqués de presse officiels de la NASA, les articles dans les revues scientifiques, les discussions sur les forums d'enthousiastes de l'astronautique. La version officielle était lisse et cohérente. Après avoir réussi à entrer en orbite lunaire et commencer la cartographie, il y a eu une panne catastrophique du système de survie qui a entraîné une perte d'orientation et une sortie incontrôlée de l'orbite. La cause invoquée était une possible collision avec un micrométéorite. Ça expliquait tout d'un coup la perte de communication, l'impossibilité de corriger la trajectoire et la mort tragique de l'équipage. Les corps sont bien sûr restés à bord de l'appareil qui a brûlé dans l'atmosphère. L'histoire était close. L'équipage a été décoré à titre posthume. Pas de questions, pas de doute. Mais moi, j'avais des questions. La principale, pourquoi le journal de bord, même provisoire, était-il enregistré pendant le silence radio prévu? Ça n'avait aucun sens. La procédure de calibrage du réémetteur est une opération standard. L'équipage devait suivre le protocole, pas enregistrer ses impressions sur le paysage lunaire. J'ai rouvert le dossier contenant les données. Outre les fichiers audio, il y avait des centaines de journaux textuels. La plupart d'entre eux étaient des colonnes interminables de données télémétriques, ennuyeuses et incompréhensibles pour un profane. Mais j'étais un profane. J'avais travaillé avec ce genre de flux de données pendant 25 ans. J'ai commencé à parcourir les journaux correspondant à la période indiquée dans les fichiers audio. Les journaux du système d'orientation, des capteurs de position, de la consommation d'énergie. Je cherchais des anomalies, tout écart par rapport à la norme qui correspondrait à l'enregistrement de Davis et Rios. J'ai passé presque une journée entière à comparer des milliers de lignes de code et de chiffres. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a figé sur place. C'était le journal du système de régulation thermique du module optique principal, le télescope principal qui s'occupait de la cartographie. D'après le cyclogramme de vol, au moment du calibrage du réémetteur, le télescope aurait dû être en mode veille. Son optique aurait dû être recouverte d'un volet de protection et la température des capteurs externes aurait dû rester stable dans les limites normales. Mais les données indiquaient autre chose. À 22h46, 00S GMT, 1 minute avant l'enregistrement de Davis, le capteur de température à l'extérieur de l'objectif a détecté une forte hausse. La température a grimpé de 12 degrés en seulement 3 secondes. C'était impossible. Il n'y a pas de convection dans le vide. La seule façon de chauffer un objet aussi rapidement est de diriger un flux d'énergie concentré vers lui. Le Soleil était exclu.
Le satellite se trouvait dans la zone d'ombre de la Lune. Une micrométéorite? Elle aurait laissé des traces sur les capteurs de vibration et de pression, mais ceux-ci étaient là, silencieux. Il s'agissait d'un réchauffement pur et silencieux. Mais ce n'était pas tout. En même temps que la température montait, le journal de consommation d'énergie indiquait que le système de mise au point du télescope s'était activé tout seul. Il essayait de faire la mise au point sur quelque chose qui se trouvait à environ 1,5 km du satellite. Et ça, alors que le volet de protection, d'après les capteurs, était bien fermé. Le système agissait comme s'il voyait quelque chose à travers le volet fermé. Il essayait de faire la mise au point sur un objet invisible qui émettait suffisamment d'énergie pour chauffer le boîtier extérieur. J'étais assis et je regardais les deux graphiques à l'écran. Un pic de température et un pic d'activité du système de mise au point tout aussi brusque. Les deux événements ont duré exactement 4 minutes et 30 secondes. Ils ont commencé 1 minute avant les mots de Davis et se sont terminés 30 secondes après la phrase de Rios. Puis, tout est revenu à la normale, tout aussi soudainement. La température a commencé à baisser progressivement et le système de mise au point s'est éteint. Ces 4 minutes et demie ont été une fenêtre dans laquelle s'est produit quelque chose qui ne correspondait à aucun protocole, quelque chose qui a poussé un astronaute expérimenté à parler de cette structure et sa collègue à dire qu'ils n'étaient pas les premiers. J'ai compris que les enregistrements audio n'étaient pas la découverte principale. La découverte principale, c'était ces chiffres secs et sans émotion. Les voix pouvaient-ils être attribuées au stress, à des hallucinations, à n'importe quoi. Mais comment expliquer les relevés des instruments? Comment expliquer le réchauffement ciblé et la tentative de mise au point sur une cible invisible? J'ai commencé à chercher sur Internet toute info sur des anomalies thermiques inhabituelles en orbite lunaire. Rien. Pas une seule mention. J'ai ensuite essayé de trouver des données de brut provenant d'autres satellites qui auraient pu passer au-dessus de la même zone de la Lune à un autre moment. Toutes les images de haute qualité du secteur qui m'intéressaient, prises dans le cadre d'autres missions, étaient soit inaccessibles au public, soit présentées dans des artefacts ou des reflets, visibles précisément dans la zone qui m'intéressait. Officiellement, cela s'expliquait par des défaillances de l'équipement ou par le rayonnement solaire. Mais maintenant, je voyais un système de dissimulation. Quelqu'un avait soigneusement effacé toutes les traces. Je suis retourné à la boîte noire. Si la section de service n'était pas cryptée, il restait peut-être encore des fragments quelque part dans les secteurs endommagés du disque dur principal. J'ai décidé de prendre le risque. J'ai écrit un petit programme qui devait essayer de lire les données du module de mémoire principal sous leur forme brute, en ignorant le système de fichiers et le cryptage. Je voulais juste obtenir des vidages de secteurs, dans l'espoir de trouver quelque chose de sensé dans ce chaos de bits. C'était une méthode brutale qui pouvait définitivement endommager le disque dur. J'ai lancé le programme. Le processus était super lent. L'ordinateur lisait les données octet par octet, et des lignes de code hexadécimales défilaient à l'écran. La plupart du temps, c'était juste du charabia, des infos cryptées. J'ai laissé le programme tourner toute la nuit et je suis allé me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongé et je pensais aux 2 personnes qui étaient mortes là-haut et à ce qu'elles avaient vu dans leurs derniers instants. Le matin, quand je suis entré dans l'atelier, le programme tournait toujours. J'ai regardé le journal de ses activités. Il avait signalé plusieurs erreurs de lecture en rencontrant des cellules de mémoire endommagées. Mais à un moment, vers le milieu du processus, le programme a détecté une longue série de secteurs qui n'étaient pas cryptés. C'était un bout de données d'environ 80 mégaoctets. J'ai arrêté le processus et j'ai ouvert ce bout dans l'éditeur.
Ce n'était ni du texte, ni du son. D'après le titre, c'était un bout de flux vidéo brut, provenant d'une des caméras de navigation. La vidéo était abîmée, l'image sautait et se désagrégeait en carrés. Mais elle était là. J'ai lancé la lecture. Les premières minutes, c'était le noir. Puis, pendant quelques secondes, les interférences ont disparu et j'ai vu une image. La caméra était pointée vers la surface lunaire à environ 100 km d'altitude. L'image était en noir et blanc, mais nette, et je les ai vues. Des structures. Ce n'étaient pas des montagnes ni des cratères. C'était un réseau de lignes parfaitement droites, se croisant à angle droit, couvrant une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Certaines lignes se rejoignaient en formant des nœuds ou des intersections. Au centre d'un de ces nœuds, j'ai vu autre chose. Quelque chose qui n'était pas une ligne. C'était sombre, presque noir, et ça avait une forme complexe et symétrique que je n'arrivais pas à distinguer tout de suite à cause de la mauvaise qualité de la vidéo. L'image clignota à nouveau et disparut, remplacée par des interférences. Je rembobinai et revis ce court extrait. 7 secondes d'image nette. 7 secondes qui remettaient en question tout ce que l'humanité savait de la Lune. J'étais assis dans mon atelier, à des milliers de kilomètres de l'océan le plus proche, et je regardais la preuve qu'il y avait une ville sur la Lune, ou ce qu'il en restait. À ce moment-là, j'ai compris que la chute du satellite n'était pas un accident. C'était une conséquence. 7 secondes de vidéo ont tout changé. Avant ça, j'étais juste un gars qui était tombé sur une anomalie. Maintenant, j'étais le gardien d'une preuve. La preuve que l'histoire officielle de l'exploration spatiale, celle qu'on avait racontée au public pendant des décennies, était un mensonge, ou du moins une version incomplète. Je ne voyais plus la boîte noire comme un mystère technique. Je le voyais comme un objet super dangereux. Quelqu'un, et par quelqu'un, je ne pensais pas à une entreprise privée, mais à une structure avec des ressources presque illimitées, avait fait tout son possible pour que le Stellaron 7 et son équipage disparaissent. Ils avaient abattu le satellite, j'en étais sûr, pas avec une fusée, ni un laser, avec quelque chose de plus subtil. Cette chaleur inexplicable enregistrée par les capteurs n'était pas juste un effet secondaire de l'observation. Ça pouvait être l'arme elle-même. Une impulsion énergétique qui avait mis hors service les systèmes critiques et effacé la plupart des enregistrements. Mais ils avaient commis une erreur. Une partie de la coque avait survécu. À l'intérieur, dans une section de service non protégée, il restait des bribes de vérité. Des bribes qui se trouvaient désormais sur mon disque dur. Je me suis d'abord occupé de la sécurité. Ma vie isolée dans le désert n'était plus un avantage. Elle était devenue une vulnérabilité. S'ils savaient où le satellite était tombé, et ils devaient le savoir, leurs calculs étaient bon plus précis que les miens, tôt ou tard, ils commenceraient à fouiller la zone. Et ma maison isolée, au milieu de nulle part, serait leur premier point de repère. J'ai bossé vite et les bien. J'ai d'abord fait 3 copies complètes de toutes les données récupérées. J'en ai enregistré une sur un disque dur que j'ai scellé dans un boîtier en plastique étanche et caché dans un vieux puits asséché à un demi-mile de la maison. J'ai cousu la deuxième copie sur une carte mémoire micro, dans la doublure de ma vieille veste militaire que je ne portais plus depuis des années. J'ai archivé la troisième, je l'ai divisée en centaines de petits morceaux et, à l'aide d'un programme de stéganographie, je l'ai cachée dans des milliers de photos de mon archive personnelle. Des photos du désert, de couchers de soleil, de vieux appareils. J'ai dispersé ces photos sur plusieurs vieilles clés USB qui traînaient dans mon tiroir parmi d'autres bricoles. Trouver et rassembler cette mosaïque sans connaître la clé aurait été pratiquement impossible. Je me suis ensuite occupé de la bonne boîte noire, elle-même. La garder chez moi était une folie. La détruire n'était pas non plus une option. C'était une preuve matérielle.
J'ai retiré le module de mémoire, qui était désormais inutile sans mon adaptateur artisanal, et je l'ai placé dans une boîte en plomb séparée. J'ai soigneusement nettoyé le boîtier de mes empreintes digitales, je l'ai remballé dans une bâche et, tard dans la nuit, je l'ai emporté à une quinzaine de kilomètres au sud, dans la région des Canyons. Là, j'ai trouvé une crevasse profonde et étroite dans la roche et je l'ai jeté dedans. Il est tombé au fond avec un bruit sourd qui a résonné dans le ravin. J'ai recouvert la crevasse de pierre et de sable, en faisant attention que cet endroit ne se distingue pas du reste. De retour à la maison, j'ai détruit tous les outils que j'avais utilisés pour ouvrir le boîtier. Le tournevis artisanal, les emboules de soudure, les fils. Je les ai fondus dans mon petit fourneau de forgeron et j'ai enterré le lingot de métal obtenu dans la cour. J'ai effacé toutes les données de mon ordi, formaté le disque dur sur lequel j'avais initialement copié les infos et même détruit physiquement les puces mémoire du programmateur que j'avais utilisé pour me connecter. J'ai effacé toutes les traces comme on m'avait appris à l'armée, de manière radicale et sans pitié. Les jours suivants, j'ai essayé de vivre normalement, mais ce n'était qu'une imitation. J'étais sur le qui-vive, à chaque instant. Je scrutais constamment l'horizon, à l'affût du moindre bruit. Le moindre bruit de voiture soulevant la poussière sur une route lointaine me faisait sursauter. J'ai commencé à analyser le clip vidéo de 7 secondes avec une obsession presque maniaque. Je l'ai passé dans des programmes d'amélioration d'image. J'ai utilisé différents filtres. J'ai essayé de tirer le moindre détail de cette vidéo floue en noir et blanc. J'ai réussi à augmenter un peu le contraste et la netteté. Maintenant, les structures semblaient encore plus artificielles. Ce n'était pas juste un filet. À certains endroits, les lignes s'épaississaient, formant comme des surfaces. Et cet objet sombre, au centre d'un des nœuds, quand je l'agrandissais, il se désagrégeait en pixels, mais sa forme générale me rappelait quelque chose de familier, quelque chose en biologie, la forme d'un cristal ou peut-être d'une algue diatomée, une géométrie symétrique, complexe, organique, à l'échelle d'une ville entière. Le plus important était de trouver les coordonnées de cet endroit. C'était compliqué. Je n'avais que l'angle de prise de vue et l'altitude approximative du satellite. Mais dans le fragment vidéo, on voyait les bords de plusieurs grands cratères connus. À l'aide de cartes lunaires, accessibles à tous, et d'un programme de modélisation 3D, j'ai commencé à trianguler. J'ai comparé le relief visible avec les cartes, j'ai changé l'angle de vue, l'altitude, en essayant d'obtenir une correspondance exacte. C'était un travail minutieux, comme assembler un puzzle de milliers de pièces. J'y ai passé presque une semaine, et enfin, je l'ai trouvé. La zone que je cherchais se trouvait sur la face cachée de la Lune, dans l'immense bassin du pôle Sud-Aitken. C'est l'un des cratères d'impact les plus anciens et les plus grands du système solaire. Et le plus intéressant, c'est que cette zone a toujours été cachée, à la vue directe depuis la Terre. Les coordonnées indiquaient un plateau discret, à l'ouest du cratère Zeppelin. J'ai tout de suite ouvert toutes les photos disponibles de cette zone, prises par d'autres satellites américains, européens et chinois. Et partout, je voyais la même chose. Les photos en basse résolution étaient nettes. Mais dès que j'essayais de trouver des images haute résolution, je tombais soit sur des données endommagées, soit sur des zones qui avaient été délibérément floutées ou retouchées. C'était comme une tache noire sur la carte que tout le monde s'efforçait d'éviter. C'est précisément le jour où j'ai déterminé les coordonnées que le premier événement s'est produit. C'était insignifiant, presque imperceptible. Vers 2 heures de l'après-midi, je travaillais dans mon atelier quand j'ai entendu le vrombissement d'un avion volant à basse altitude. C'était inhabituel. Des couloirs aériens passent au-dessus de ma propriété, mais ils sont à haute altitude. Celui-ci ne volait pas à plus de 1000 pieds. Je suis sorti dans la rue.
C'était un petit avion bimoteur, sans aucun signe distinctif. Blanc, avec une simple bande bleue le long du fuselage. Il ne ressemblait pas à un avion privé, plutôt à un avion gouvernemental ou officiel. Il a fait un cercle juste au-dessus de ma maison, puis a pris de l'altitude et j'ai parti vers l'est. Je n'y aurais pas prêté attention s'il n'y avait pas eu un « mais ». Quelques secondes avant son apparition, ma connexion Internet par satellite, qui fonctionnait parfaitement depuis des années, s'est coupée. Et 1 minute après que l'avion ait disparu, la connexion a été rétablie. J'ai vérifié le journal système de mon routeur. Au moment où l'avion est dépassé, le système a enregistré une forte perturbation radioélectrique très localisée sur la fréquence utilisée par mon fournisseur d'accès. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un scannait les ondes dans mon quartier. Et peut-être pas seulement les ondes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le noir, mon fusil sur les genoux, à regarder le désert par la fenêtre. La panique s'était dissipée, laissant place à une lucidité glaciale. Ils ne m'avaient pas encore trouvé, mais ils cherchaient. L'avion était une mission de reconnaissance. Ils réduisaient le périmètre de leurs recherches. Tôt ou tard, ils allaient arriver ici. Et alors, toutes mes copies de sauvegarde et ma mémoire cachée n'auraient plus aucune valeur. Il me fallait plus. Il ne me suffisait pas de la preuve que j'avais trouvée. J'avais besoin d'une confirmation. Une confirmation indépendante provenant d'une autre source que je pourrais utiliser sans dévoiler mon jeu. Si je publiais simplement ces fichiers sur Internet, je serais soit tué, soit déclaré fou, et les données seraient qualifiées de faux. Je devais trouver un moyen de faire voir aux autres ce que je voyais. J'ai compris que rester là, à attendre, était la pire des stratégies. Je devais agir. Je devais trouver un moyen de jeter un œil dans cette zone de la face cachée de la Lune. Mais comment faire sans avoir accès à la NASA ou à d'autres agences spatiales? La réponse m'était venue toute seule lorsque j'ai regardé les vieilles boîtes dans le coin de mon atelier. Là, sous une couche de poussière, se trouvait mon ancienne passion, que j'avais abandonnée depuis des années. La radioastronomie. J'avais une vieille antenne parabolique puissante et du matériel pour capter et analyser les signaux. Je me suis dit, et si je cherchais autre chose que des images, des échos radio? S'il y a des structures métalliques ou composites géantes sur la Lune, elles doivent mettre réfléchir les ondes radio différemment du sol lunaire normal. Ce serait un signal faible, presque imperceptible. Mais si je savais où et quoi chercher, je pourrais le trouver. C'était un plan désespéré, presque fou. Mais c'était le seul plan que j'avais. J'ai décidé de transformer ma maison en observatoire et de la pointer vers la tache sombre sur la face cachée de la Lune. Le plan était désespéré, mais il me donnait un but. Au cours des jours suivants, mon atelier s'est transformé en centre de contrôle d'un observatoire improvisé. L'antenne parabolique, que je n'avais pas utilisée depuis une dizaine d'années, était dans un état lamentable. Elle se trouvait derrière la maison, et au fil des ans, le climat désertique avait fait son œuvre. La peinture s'écaillait, le mécanisme pivotant était encrassé de sable, et les câbles étaient décraquelés par le soleil. J'ai passé les 3 premiers jours à réparer la mécanique. J'ai complètement démonté, nettoyé et lubrifié les réducteurs des entraînements azimutales et angulaires. J'ai remplacé les vieux câbles oxydés par des neufs à double blindage. J'ai nettoyé la plaque, qui mesure 12 pieds d'archier de diamètre, pour enlever la rouille, et je l'ai recouverte d'une peinture spéciale à haut coefficient de réflexion. C'était un boulot physique intense sous un soleil de plomb, mais ça m'a aidé à ne pas penser à l'avion blanc et à ce qui pouvait se cacher derrière. Une fois la mécanique prête, je suis passé à l'électronique. Le récepteur, le préamplificateur, le convertisseur analogique numérique. J'avais assemblé tout ce matériel moi-même il y a des années. J'ai vérifié chaque carte, remplacé les condensateurs desséchés, soudé les contacts suspects. La dernière étape était le calibrage. J'ai pointé l'antenne vers Cassiopée A, une puissante source de rayonnement radiospatial,
C'était ma référence. J'ai passé plusieurs heures à régler le système jusqu'à obtenir un signal clair et stable, correspondant aux paramètres connus. Mon vieux télescope était de nouveau opérationnel. J'ai commencé le balayage. La méthode que j'avais choisie s'appelait la radiolocation bistatique. L'idée était simple. Je ne me contentais pas d'écouter les émissions passives. J'utilisais un puissant émetteur pour envoyer un signal très directionnel vers la Lune, puis je recevais l'écho renvoyé par mon antenne. En comparant les paramètres des signaux d'origine et réfléchis, on pouvait obtenir des infos sur les propriétés de la surface d'où ils provenaient. Le sol lunaire, ou régolithe, a des caractéristiques réfléchissantes bien définies et bien étudiées. Je cherchais des écarts par rapport à cette norme. Chaque jour, j'attendais que le secteur dont j'avais besoin sur la face cachée de la Lune soit dans mon champ de vision direct. Ça me donnait une fenêtre de 4 à 5 heures pour bosser. Je pointais l'antenne vers les coordonnées calculées et je commençais la session. Le signal partait dans l'espace, parcourait près de 250 000 miles, se réfléchissait et revenait 2 secondes et demie plus tard sous la forme d'un écho faible, presque imperceptible. Mon ordinateur enregistrait ces données, en filtrant le bruit et les interférences. Les jours passaient. Le 5 juin, le 6, le 7. Toujours rien. Je recevais un écho standard, sans rien de spécial, identique à celui que je recevais des zones de contrôle de la surface lunaire. J'ai commencé à douter de ma méthode. Peut-être que la puissance de mon émetteur n'était pas suffisante. Peut-être que le matériau des structures ne produisait pas la réflexion nécessaire. Ou, pire encore, peut-être que je courais après un fantôme, victime de ma paranoïa. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer des anomalies dans le fonctionnement de mon ordinateur, celui-là même qui contrôlait le télescope et traitait les données. Au début, c'était des trucs mineurs. Le 10 juin, j'ai remarqué que les journaux système de la veille étaient vides. Pas endommagés, mais proprement effacés. J'ai mis ça sur le compte d'un bug du système d'exploitation. Le lendemain, pendant une session de communication avec la Lune, j'ai vu dans le gestionnaire de tâches un processus actif avec un nom numérique incompréhensible. Je ne l'ai pas lancé. Dès que j'ai essayé de voir ses propriétés, le processus s'est arrêté tout de suite. Ma maison était connectée à Internet par une antenne parabolique, celle-là même qui avait été brouillée par l'avion blanc. Je n'utilisais Internet que pour télécharger des éphémérides, ces tableaux indiquant la position des corps célestes nécessaires pour orienter l'antenne avec précision. Je n'avais visité aucun site web, ni téléchargé aucun fichier, mais cela avait apparemment suffi. Ils m'avaient trouvé. Ils n'ont pas cherché à enfoncer la porte. Ils sont simplement entrés par une porte dérobée de mon système. Un frisson m'a parcouru le dos. Ils ne savaient pas seulement où j'étais, ils savaient ce que je faisais. Ils voyaient probablement en temps réel, tout ce qui se passait sur mon écran. J'ai tout de suite déconnecté mon ordi du modem satellite en débranchant le câble. Mais c'était trop tard. J'étais sûr qu'un logiciel espion avait déjà été installé sur ma machine et qu'il attendait simplement la prochaine connexion au réseau pour transmettre les infos collectées. Je me suis retrouvé dans un piège numérique. Chacune de mes actions sur l'ordinateur était potentiellement surveillée. J'avais l'impression que quelqu'un d'invisible se tenait derrière moi et regardait par-dessus mon épaule. La course était lancée. Je n'avais plus le temps de passer des heures à accumuler des données. Je devais trouver des preuves le plus vite possible avant qu'ils ne passent à la vitesse supérieure. J'ai décidé de changer de tactique. Au lieu de simplement mesurer la puissance du signal réfléchi, je me suis concentré sur l'analyse de sa phase. Toute surface introduit un déphasage dans l'onde réfléchie. Pour les objets naturels, comme les rochers et le régolithe, ce décalage est aléatoire. Mais si la surface a des structures ordonnées, surtout en métal ou en matériaux à structure cristalline,
Elle devrait créer une réflexion cohérente. Ça aurait dû se voir comme un décalage de phase anormal et stable dans le signal global. C'était ma dernière chance. J'ai bossé 2 jours de plus, presque sans dormir. Je ne me suis plus connecté à Internet. J'ai fait tous les calculs nécessaires à la main, avec de vieux manuels et une calculatrice. J'ai fait des sessions de balayage courtes mais intenses, en changeant légèrement la fréquence et la polarisation du signal à chaque fois pour essayer de trouver la bonne résonance. Le 13 juin, tard dans la nuit, je l'ai enfin eu. Ce n'était pas un flash lumineux sur l'écran, ni un signal sonore. C'était juste une fine ligne sur le graphique généré par mon programme d'analyse. Le graphique montrait le déphasage du signal réfléchi. Sur presque toute sa longueur, il était chaotique, comme prévu, juste du bruit aléatoire, mais dans une bande de fréquence étroite qui correspondait aux coordonnées de ces hors-structures, la ligne du graphique devenait soudainement lisse. Elle montrait un déphasage stable et constant de moins 45 degrés. C'était ça, une preuve physique irréfutable. Seule une grande surface ordonnée, faite d'un matériau hautement conducteur, pouvait produire un tel effet. Ça ne pouvait pas être une pierre, ça ne pouvait pas être un hasard, c'était une structure artificielle. Je regardais cette ligne sur l'écran et, pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une sorte de triomphe. J'avais réussi. J'avais pas seulement une vidéo que l'on pouvait qualifier de faux. J'avais des chiffres, des données de balayage radio que n'importe quel physicien pouvait vérifier et confirmer. J'ai enregistré le fichier avec les résultats sur une clé USB, celle qui était dans le tiroir avec les autres, contenant des copies dissimulées. Je l'ai retirée de l'ordinateur et l'ai mise dans ma poche. À ce moment précis, la lumière de l'atelier a clignoté, puis s'est éteinte. En même temps, le bruit de l'ordinateur et de tout le reste de l'équipement s'est arrêté. Je me suis figé, à l'écoute. Silence. Un silence absolu, total, comme celui qui règne dans le désert quand il n'y a plus d'électricité. Je me suis approché de la fenêtre. Il n'y avait aucune lumière, ni chez moi, ni sur la route lointaine, nulle part. Toute la vallée était plongée dans une obscurité totale et impénétrable. Mon système fonctionnait à l'énergie solaire et à des batteries. Il était complètement autonome. Il ne pouvait pas simplement s'éteindre comme ça. Je me tenais à la fenêtre et regardais le vide noir, et le seul bruit était celui de mon propre cœur qui battait. Ils avaient arrêté de nous surveiller. Ils étaient là. Le silence qui a suivi la coupure soudaine de l'électricité était bizarre. Je suis resté figé près de la fenêtre, à écouter l'obscurité. Pas un bruit de vent, pas un battement d'ailes, pas un bourdonnement de transformateur sur le poteau. Rien. C'était comme si quelqu'un avait recouvert tout le désert d'un dôme insonorisé. Mon système d'alimentation était complètement autonome et avait plusieurs sources de secours. Pour qu'il s'éteigne tout d'un coup, il fallait une intervention extérieure, une impulsion électromagnétique puissante et ciblée. Ce n'était pas juste une démonstration de force, c'était une démonstration. Je m'éloignais de la fenêtre et m'enfonçais dans la maison. Je ne paniquais pas. J'avais peur, mais c'était une peur froide et claire, comme le ciel d'hiver. Elle ne me paralysait pas, mais aiguisait mes sens. J'agissais machinalement, suivant les protocoles qui m'avaient été inculqués il y a de nombreuses années. J'ai sorti mon vieux fusil du coffre-fort, vérifié le chargeur et mis une balle dans la chambre. Je n'avais pas l'intention de me battre. Ça n'aurait servi à rien. Le fusil n'était pas une arme, c'était un moyen de négocier. Il me donnait quelques secondes de plus pour prendre une décision. J'ai verrouillé la porte d'entrée et poussé le lourd verrou en acier. Puis je suis allé dans mon atelier, où la table était encore éclairée par l'écran sombre d'un ordinateur portable fonctionnant sur batterie. L'écran affichait un graphique représentant l'anomalie de décalage de phase. Je n'ai pas pris la peine de l'éteindre. J'ai attendu environ 10 minutes.
Le silence était oppressant. Puis, j'ai vu de la lumière. 2 faibles lumières sont apparues dans l'allée et se sont lentement approchées de la maison. Ce n'était maintenant pas des phares. C'était une lumière douce et diffuse, comme celle de lanternes mat. La voiture avançait presque sans bruit. Je n'entendais pas le bruit du moteur, juste le léger crissement des pneus sur le gravier. Il s'est arrêté à environ 15 mètres de la maison. Les portes se sont ouvertes. 2 personnes sont sorties de la voiture. Elles ne se cachaient pas et ne se déplaçaient pas furtivement. Elles le marchaient d'achemolé calmement et avec assurance, comme des gens venus pour une affaire courante. L'un était plus grand, l'autre plus petit. Ils portaient comme tous les 2 des vêtements simples et sombres, sans aucun signe distinctif. Ils n'ont pas inspecté les lieux. Ils se sont dirigés directement vers la porte d'entrée. Je me tenais dans le couloir sombre, collé contre le mur, et je les observais à travers le petit Judas. Ils se sont approchés de la porte et se sont arrêtés. Je m'attendais à un coup, à un cri, à n'importe quoi. Mais à la place, j'ai entendu un coup discret et poli, à la porte. 3 coups courts. Je suis resté silencieux. Quelques secondes plus tard, le plus grand a parlé. Sa voix était calme et posée, sans aucune tension. Il parlait comme on parle à un voisin. « Bonsoir, on sait que vous êtes à Homochedi-vous. On ne vous fera pas de mal, on veut juste discuter. S'il vous plaît, ouvrez la porte. » J'ai repris mon souffle. La voix n'était pas menaçante, mais la situation en elle-même était menaçante. Il m'avait dit couper l'électricité, au milieu du désert, était arrivé dans une voiture silencieuse et me demandait de maintenant poliment d'ouvrir. Je savais que la porte fermée n'était qu'une illusion de sécurité. S'ils voulaient entrer, ils entreraient. « De quoi voulez-vous parler ?» ai-je demandé en essayant de ne pas trembler. « De votre découverte » a répondu la même voix. « Et de vos recherches. Nous sommes impressionnés par votre travail. Sérieusement, tout le monde n'aurait pas pu faire ce que vous avez fait. » Il savait tout. Inutile de nier. Lentement, en essayant de ne pas faire de bruit, j'ai poussé le verrou et ouvert la porte. Il se tenait sur le seuil. Celui qui avait parlé était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et gris, avec un visage de professeur d'université. Le deuxième était plus jeune, la trentaine, les cheveux courts et les yeux attentifs et inexpressifs. Il restait silencieux, légèrement en retrait. « Merci, » dit le plus âgé. « Je peux entrer ? Je m'appelle Jones. » J'ai hoché la tête et je me suis écarté. Ils sont entrés dans la maison. Le plus jeune est resté à la porte, tandis que Jones s'est dirigé vers le salon, comme s'il était déjà venu ici plusieurs fois. Il ne m'a pas regardé. Son regard était fixé sur le fusil que je tenais dans mes mains. « Vous n'en aurez pas besoin, » a-t-il dit doucement. « Nous sommes vraiment venus pour discuter. » J'ai posé le fusil contre le mur sans rien dire. C'était un geste de capitulation, et on le savait tous les 2. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé. Jones s'est tourné vers moi. « Vouloir n'est pas tout à fait le mot juste. On était là pour régler la situation. Une situation que vous avez créée sans que ce soit votre faute. » Il est entré dans l'atelier. Je l'ai suivi. Il s'est arrêté devant mon bureau et a regardé l'écran de mon ordinateur portable. Ça, il a pointé le graphique. C'est génial. Utiliser la radarisation bistatique pour détecter des anomalies de phase. Élégant. Tu as confirmé ce que nous avons mis des années et des milliards de dollars à découvrir. Assis ici, dans un hangar au milieu du désert. Tu dois comprendre pourquoi nous ne pouvons pas laisser passer ça. Je suis resté silencieux. Tu as trouvé le bloc de données, a-t-il poursuivi en énumérant les faits. Vous avez extrait des enregistrements audio et un fragment vidéo. Vous avez analysé la télémétrie et découvert la cause de la panne. Vous avez déterminé les coordonnées exactes et vous avez procédé à une vérification indépendante. Tout y est. Vous ne nous avez laissé aucun doute. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je. C'est structure.
Jones m'a regardé. Son regard n'était pas hostile, plutôt fatigué. « Ça n'a pas d'importance », a-t-il dit. « Imaginez que vous trouviez une porte fermée à clé dans le sous-sol de votre maison. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, mais vous savez avec certitude qu'il ne faut pas l'ouvrir. Pas parce qu'il y a quelque chose de mal, mais parce que le monde derrière cette porte est régi par d'autres lois. Et si vous l'ouvrez, vous ne pourrez plus la refermer. Et votre maison ne sera plus votre maison. Elle deviendra autre chose. Notre mission est de veiller à ce que cette porte reste fermée. » Son explication était vague, mais j'en comprenais l'essentiel. Il ne s'agissait pas d'un secret d'État. Il s'agissait de quelque chose de plus fondamental. « L'équipage du Stellaron ?» demandai-je. « Ils se sont approchés trop près de la porte, » répondit Jones sans émotion. « Et ils ont frappé. On leur a répondu. C'était un accident, une erreur tragique. On a fait tout pour que ça ne se reproduise plus. » Il s'est tourné vers moi. « Maintenant, parlons de vous. On a un problème. Vous savez des choses que vous ne devriez pas savoir. La vie que vous meniez jusqu'à aujourd'hui est terminée. Vous ne pouvez pas simplement reprendre le cours normal de votre vie en sachant ce que vous savez. Tu es trop intelligent et trop tenace. Tôt ou tard, tu recommenceras à creuser. » Il fit une pause. « Tu as deux options. La première est simple. On peut simplement éliminer le problème. Silencieusement, rapidement, sans douleur. Personne ne te retrouvera jamais. Ta maison brûlera dans un accident. C'est la procédure standard dans ce genre de situation. » Mon cœur s'est serré, mais je me suis forcé à le regarder dans les yeux. « Quelle est la deuxième option ?» ai-je demandé. « La deuxième option est plus intéressante, » a dit Jones. « On n'aime pas perdre des gens talentueux. Vos compétences en électronique, en analyse de données, en cryptographie sont uniques. On pourrait en profiter. On vous propose un boulot. Vous disparaîtrez de ce monde. Vous aurez un nouveau nom, une nouvelle identité. Vous travaillerez avec nous. Vous aurez accès à des technologies que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pourrez poser des questions et obtenir des réponses. Pas à tout, bien sûr, mais à beaucoup. Vous ferez partie de ceux qui surveillent à la porte, de notre côté. » Je le regardais, son visage calme, son jeune collègue silencieux près de la porte. Je pensais à ma vie tranquille et solitaire que j'aimais tant, à la liberté d'être seul, au milieu du désert, sous les étoiles. J'ai compris qu'il avait raison. Cette vie avait pris fin à l'instant où j'avais ramassé la boîte noire par terre. Ce n'était pas un choix entre la liberté et l'esclavage. C'était un choix entre la non-existence et une vie dans laquelle je n'aurais plus mon nom. Mais c'était toujours la vie. Jones attendait. Il ne me pressait pas. Il savait que je n'avais qu'une seule réponse. J'ai regardé mon atelier, l'œuvre de toute ma vie. Puis je l'ai regardé. « D'accord. » Jones a hoché la tête, comme s'il n'attendait pas d'autre réponse. Il n'y avait ni satisfaction, ni soulagement dans ses yeux. Juste la fin d'une étape et le début d'une autre. « Bien, » a-t-il dit. « Vous avez 15 minutes. Faites un sac, seulement l'essentiel. Des vêtements de rechange, des articles de toilette. Pas d'appareils électroniques, pas de papier, pas de photos, pas d'objets personnels, ayant une valeur sentimentale. » Son collègue plus jeune, qui était resté silencieux tout ce temps, fit un pas en avant. « Je vous accompagne, » dit-il. Sa voix était aussi calme et dénuée d'émotion que celle de Jones. Je suis allé dans la chambre et il m'a suivi, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Il ne me regardait pas. Son regard était fixé sur le mur, mais je sentais sa présence dans chaque cellule de mon corps. C'était une surveillance professionnelle, impersonnelle et absolue. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti un vieux sac en toile. Je bougeais comme un robot, comme si je me regardais de l'extérieur. J'ai mis dans le sac 2 changements de vêtements, un jean de rechange, un pull, une brosse à dents et un rasoir.
Ma main s'est tendue vers une vieille photo posée sur la table de chevet, la seule que j'avais, mais je l'ai arrêtée à temps. Pas d'effet personnel. J'ai fermé le sac. Toute ma vie passée tenait là-dedans. Ça m'a pris moins de 5 minutes. Quand je suis sorti, Jones m'attendait dans le salon. Il tenait un mince dossier dans ses mains. Il l'a posé sur la table. « Quelques de formalités », dit-il. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents et un stylo. Voici l'acte de transfert de propriété de ce terrain et de tous les biens qui s'y trouvent, au profit d'un fonds fiduciaire. Signez ici. Voici votre certificat de décès. La cause est un accident, un incendie. La date est aujourd'hui. Signez ici. Et ça, il poussa la dernière feuille. C'est l'accord de confidentialité. Il est super large. Il t'interdit de parler de ta vie passée et de ton futur boulot à quiconque n'a pas l'autorisation. Si tu ne respectes pas cet accord, tu seras puni. Définitivement. Signe ici. Je pris le stylo. Mais mes mains ne tremblaient pas. J'ai signé les 3 documents l'un après l'autre. Avec la dernière signature, j'ai cessé d'exister. L'homme qui avait vécu 63 ans, propriétaire de cette maison, ancien militaire des communications, était officiellement mort dans un incendie dans le désert de l'Utah. J'ai rendu le stylo à Jones. « Bienvenue dans l'équipe », a-t-il dit sans l'ombre d'un sourire. On est sorti de la maison. Je ne me suis pas retourné. Le plus jeune de mes collègues s'est mis au volant. Je me suis assis à l'arrière, Jones à côté de moi. L'intérieur de la voiture était aussi impersonnel que son apparence extérieure. Pas de compteur, juste des panneaux lisses et sombres. Les vitres étaient laides et teintées. Je ne voyais pas où on allait. La voiture démarra aussi silencieusement qu'elle était arrivée. On roula longtemps, peut-être 3 ou 4 heures. On resta silencieux tout le long du trajet. Puis la voiture s'arrêta. La porte s'ouvrit et je ne me retrouvais pas dans un désert, mais dans un parking souterrain, baigné d'une lumière blanche uniforme. On entra dans un ascenseur. Il n'y avait aucun bouton. Jones a posé son doigt sur un petit panneau et l'ascenseur s'est mis en mouvement. Nous sommes sortis dans un long couloir stérile. « On va vous conduire à votre logement temporaire », a dit Jones. « Demain, à 8 heures pile, on viendra vous chercher pour vous emmener sur votre lieu de travail. Repose-toi. » Il a tourné les talons et est départi sans dire au revoir. On m'a conduit dans une petite pièce qui ressemblait à une chambre d'hôtel chic mais impersonnelle. Un lit, une table, une chaise, des toilettes. Pas de fenêtre. Sur la table, il y avait un ensemble de vêtements neufs et une tablette fine qui ressemblait à une feuille de verre noir. Je me suis changé. J'ai mis mes vieux vêtements dans un coin. Le lendemain matin, ils avaient disparu. À 8 heures pile, la porte s'est ouverte et un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant se tenait sur le seuil. Il m'a fait un signe de tête silencieux et m'a conduit à travers les mêmes couloirs stériles. Nous avons franchi plusieurs portes automatiques qui s'ouvraient sans un bruit devant nous. Finalement, on est entré dans une grande pièce divisée en dizaines de cellules identiques. Dans chaque cellule, un homme était assis et travaillait sur un terminal encore plus perfectionné que celui qui se trouvait dans ma chambre. Personne ne parlait. Le silence régnait, seulement rompu par le léger ronronnement des systèmes de ventilation. On m'a conduit vers l'une des cellules libres. Sur la table se trouvait une tablette noire identique. « C'est votre poste de travail », m'a dit mon accompagnateur. « Vos autorisations et votre première mission ont déjà été téléchargées. Vous pouvez commencer. » Et il est parti. Je me suis assis à la table. La tablette s'est activée lorsque je l'ai touchée. Une liste de répertoire est apparue à l'écran. J'ai vu un dossier avec mon nouveau numéro d'identification à la place de mon nom. Il contenait une seule tâche. Elle était formulée simplement « Analyser le fichier d'archives. Source. Satellite de communication soviétique. Molnia 144. Date d'enregistrement.
12 août 1983. Objectif: identifier et classer les signatures anormales dans le bruit de fond. C'était un test. Il m'avait même donné un vieux fichier dont personne ne se souciait pour voir comment je bossais. J'ai ouvert le fichier. C'était un dump brut de signaux radio, plein d'interférences et de bruits blancs. Un boulot standard pour un analyste de signaux. J'ai commencé à appliquer des filtres, à construire des spectrogrammes, à chercher des régularités cachées. J'ai bossé pendant plusieurs heures, complètement absorbé par le processus. C'était familier et presque apaisant. J'ai analysé un fragment après l'autre. La plupart n'étaient que des débris spatiaux, pulsars lointains, vents solaires, échos d'autres satellites. Mais j'ai fini par tomber sur un passage. Il était super court, quelques secondes seulement. Sous les couches de bruit, on pouvait distinguer un motif faible mais distinct. Ce n'était pas un signal naturel. Il était cyclique. J'ai utilisé plusieurs filtres pour le nettoyer. J'ai augmenté le volume. Et je l'ai entendu. C'était ce craquement, le même motif cyclique et répétitif de parasites que j'avais entendu sur l'enregistrement d'Anna Rios, celui qui avait été enregistré à bord du Stellaron 7 en orbite autour de la Lune en 2024. J'étais assis dans une cellule stérile, profondément sous terre, et j'écoutais un son qui avait été enregistré 41 ans plus tôt, sur un satellite complètement différent, dans une orbite complètement différente. Et j'ai compris. Ce n'était pas un effet secondaire de l'observation des structures. Ce n'était pas quelque chose de local, lié à la Lune. Ce signal avait toujours été là, il était partout. Il ne surveillait pas simplement une porte fermée. Il vivait dans une maison dont chaque mur était cette porte.